Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Maude. Hello. Et nous avons lu Jusqu'ici tout va mal de Louise Aubry, paru aux éditions HarperCollins en mai 2024. Louise Aubry, elle est peut-être mieux connue sous le pseudonyme My Better Self sur Instagram. Et elle a aussi un podcast In Power où elle interviewe des personnalités de tous les horizons sur la question de prendre en main son pouvoir. Elle a aussi une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés et puis elle a une marque de lingerie inclusive qui s'appelle Je ne sais quoi. Tout ça, elle est même pas trentenaire, elle doit avoir 26-27 ans. Jusqu'ici tout va mal, c'est son second livre. Avant celui-ci, elle a écrit aux éditions Le Duc Miroir, Miroir, qui est un essai féministe sur la confiance en soi dans un monde qui dit aux femmes de se focaliser sur notre apparence. Toi, Maude, avant que je te parle de ce livre, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Louise Aubry ? En fait, je la connaissais de nom, mais je t'avoue que j'arrive plus vraiment à situer comment. Je sais que je connaissais sa marque de lingerie et peut-être que j'en ai entendu parler dans les cercles d'alumni de Sciences Po, comme certaines personnalités qui sont passées par Sciences Po et qui sont devenues ensuite youtubeurs parce qu'il y en a quelques-uns. Mais ça va pas vraiment plus loin que ça. J'ai pas regardé ses vidéos YouTube, j'ai jamais écouté ses podcasts. Après, tu m'en avais parlé plusieurs fois. Je sais que tu avais une petite dent contre elle, mais moi, je sais pas ce qu'elle fait. Je pense que c'est bien que tu ne la connaisses pas bien, parce que moi, je la connais beaucoup trop, parce que pour être totalement transparente, moi, je suis un peu une hater professionnelle de Louise Aubry. C'est un peu horrible de ma part, je suis très gênée, et si vous voulez me juger, je pense que c'est une bonne chose. En fait, l'histoire, c'est que, comme toi et moi, en fait, Louise, elle a fait Sciences Po, elle a fait le même master que nous, le master de communication, et donc, je pense qu'il y a quand même une grosse part de jalousie de ma part qui est qu'elle a fait un peu les mêmes études que moi et elle a réussi à faire un truc vraiment très dur, très impressionnant dans le monde des réseaux sociaux et tout ça. Et en plus, ça a été, moi, quand je l'ai connue, c'était vraiment dans sa période très féministe et donc elle était montrée comme quelqu'un qui était une alternative à un peu les influenceuses un peu coconnes des réseaux sociaux. Elle était vraiment stylée, elle était engagée politiquement. Enfin, c'était quelqu'un de crédible. De crédible et un peu girl boss, elle en parle d'ailleurs dans le livre. Rapidement, elle a vraiment commencé à m'agacer et en fait pour des raisons qui sont plus ou moins justifiées. Je pense que la raison plutôt justifiée, c'est qu'elle a un motto qui est très on veut du vrai, mais finalement elle est très 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 marketée. Elle a un gros contrôle de son image et donc ça donne cette impression un peu d'hypocrisie. Donc j'ai écouté ça dans un autre podcast, mais je me souviens plus lequel, mais c'est genre regarde cette conne qui mange son cookie. C'est-à-dire que t'aimes pas quelqu'un pour des raisons qui sont légitimes et au fur et à mesure tu l'aimes pas pour tout ce qu'elle fait, tu vois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement le livre qu'on a lu toutes les deux, c'est un peu quand même un livre où elle fait un énorme aveu de vulnérabilité par rapport à tout ce que t'as dit et qu'elle a pu présenter avant où elle était dans la vérité. Là, c'est un livre qui dit que globalement elle a touché le fond à un moment. J'allais dire, elle s'en cache pas trop, mais si, en fait, elle s'en cache un peu, mais peut-être que... Je trouve que ce livre propose d'être vulnérable, mais dans les faits, elle est pas tant que ça. Parce que, ouais, c'est vrai que ce qu'on s'est fait toutes les deux comme réflexion, c'est que ça reste assez mystérieux ce qui lui est arrivé. Moi qui, justement, n'ai absolument pas suivi son parcours, c'était assez nébuleux pour moi de comprendre en fait ce qui avait généré l'écriture de ce livre. Elle parle d'une crise psychique assez intense sur lesquels elle va mettre des mots par moment dans le bouquin, mais sans vraiment révéler le pourquoi du comment, la cause de départ, etc. Peut-être que c'était pas même très clair pour elle. Ouais, et puis je pense un dernier truc qui m'a un peu énervée et qui est plus récent, c'est que elle a un podcast, donc je l'ai dit, qui s'appelle In Power, où elle interviewe beaucoup de monde, et il se trouve qu'elle a interviewé 2 personnes que j'ai lues dans le cadre de Torchon. Elle a interviewé Maud Ankawa et elle a interviewé Joël Dicker. Et à chaque fois, c'est des interviews qui sont très frustrantes pour moi parce que leur but, c'est vraiment d'être inspirant. Elle les brosse à fond dans le sens du poil, alors que moi, je suis vraiment à la recherche d'informations qui expliqueraient des choix littéraires. Et elle rentre pas du tout dans le vif du sujet de la création littéraire. Elle est pas critique, et donc c'est un peu agaçant parce que moi, j'aimerais savoir certaines choses, et donc finalement, à la fin, j'ai pas ces informations-là.
Et pourtant, le livre qu'on va lire, le pitch de départ, c'est un petit peu justement d'encourager une forme d'esprit critique par rapport au développement personnel. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à avoir un esprit critique parce que, en fait, le problème de l'esprit critique, c'est que tu vas te foutre dans la merde vis-à-vis de certaines personnes. Et je pense que elle veut quand même conserver un certain réseau, elle veut conserver certaines opportunités business, elle veut conserver une certaine capacité d'influence, et donc elle dit que c'est bien l'esprit critique, mais elle veut pas se fermer de porte, et ça c'est assez complexe pour elle. Et après, une dernière chose pour dire à propos d'elle, c'est que moi je l'ai connue, c'était une influenceuse très très féministe, empouvoirment. Et là récemment, et je pense que c'est important pour le contexte du livre, c'est qu'elle a quand même cherché à pivoter pas mal. Elle parle un peu moins de féminisme, voire beaucoup moins, sûrement à cause du fait qu'elle s'est pris pas mal de backlash de la part de meufs plus féministes qu'elle. On l'a beaucoup critiquée sur certains choix, et donc maintenant elle fait un petit pivotage santé mentale. Là, elle a fait la couverture de Marie-Claire sur cette histoire de santé mentale. Là, tout ce livre, en fait, est sur la question de la santé mentale aussi. Là, maintenant, elle dit qu'elle est journaliste dans sa bio, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Donc, clairement, ce livre fait partie d'une stratégie de sa part pour peut-être changer quel type d'influence elle propose en ligne. Et donc, voilà, on est là pour en parler. Moi, j'ai l'impression que c'est un mouvement assez global. Justement, on en parlait, le fait que la santé mentale, depuis le Covid, revient vraiment au centre des discussions, avec l'idée un peu de briser des tabous qui existaient sûrement avant. Avec la libération de la parole sur ce sujet, il y a naturellement des personnalités, des influenceurs qui ont fait le récit de leur propre parcours vis-à-vis de la santé mentale. Et pour moi, ça s'inscrit là-dedans. Ouais. Mais je vois aussi ça comme le fait que, en fait, être féministe en ligne, c'est vraiment trop dur. Et je pense que elle en a un peu bavé. Et je peux comprendre qu'elle ait envie de passer à un positionnement. Je pense que la santé mentale, certes, est un tabou encore aujourd'hui, mais tu te fais pas genre clasher comme ça, comme quand t'as des positionnements féministes. Et donc, je peux entendre qu'elle ait un peu envie de passer à autre chose et parler de sujets peut-être un peu moins clivants, quand bien même je suis d'accord qu'il y a un tabou. Mais j'ai l'impression que tout le monde parle de ce tabou en ce moment, donc il y a un peu un truc paradoxal où on parle beaucoup d'un tabou, donc voilà, paradoxe. C'est pas faux. On va vous lire la 4e de couverture. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la 4e de couverture donne vachement envie, à mon avis. Elle dit « Je ne crois plus au bonheur. C'est ce que je me suis dit après avoir touché le fond et essayé littéralement toutes les méthodes prônées par le développement personnel pour m'en sortir. Car force est de constater que le bonheur est loin de dépendre de notre volonté. Cette prise de conscience, de prime abord fataliste, est au contraire libératrice. En se détachant de l'injonction au bonheur, on peut enfin se concentrer sur ce qui relève réellement de notre pouvoir. Mais comment se libérer de nos croyances limitantes? Quels sont les pièges tendus par la quête du bonheur? Dans cet essai stimulant, Louise Aubry nous livre une philosophie de la résilience afin d'aider chacun d'entre nous à rebondir face aux épreuves de la vie. Un livre transformateur qui a pour but de développer l'outil le plus précieux pour avancer, l'esprit critique, car le meilleur moyen de trouver des réponses, ça reste encore de se poser des questions. Je trouve qu'on trouve bien à la fois quelque chose qui est très intéressant et en même temps, je trouve le principal problème du livre, c'est que c'est un livre qui fait la critique du développement personnel, c'est très clair, mais utilise en fait les armes du développement personnel. Par exemple, le concept de croyance limitante. Oui. Pour moi, c'est un truc de dev perso, tu vois. Complètement. Et il dit ah ouais, on va vous livrer des outils pour mieux vivre votre vie. Bon bah c'est un peu ça le développement personnel. Donc c'est marrant parce qu'elle va faire une critique du développement personnel tout en écrivant un livre de développement personnel. Donc et d'ailleurs on l'a trouvé dans les rayons de développement personnel des librairies. C'est ça. Donc voilà, il y a cette proposition qui est assez forte. Je trouve que l'introduction aussi est vraiment bien. Au début, j'étais genre ah putain, en fait, je vais être très contente, ça va être super sympa, ça va être un super livre. Je trouve que la raison pour laquelle j'ai bien aimé surtout l'introduction, c'est que elle dit j'ai essayé le magnétisme, le breathwork, le FT, les affirmations, soigner mes blessures transgénérationnelles et même les psychédéliques qui revenaient sur le devant de la scène médicale. Et devinez quoi, rien n'a fonctionné. Et je trouve que moi j'étais partante pour qu'elle nous raconte toutes ces petites expériences et pour nous dire pourquoi ça avait pas marché, mais finalement elle laisse ça de côté, elle en parle pas du tout. Ouais, l'intro est assez trompeuse parce qu'effectivement, elle démarre assez fort, où en fait, elle fait directement allusion au fait qu'elle a vécu on pourrait dire une forme d'épisode dépressif, et on s'attend justement à un récit assez personnel
comme tu dis, où elle nous fera un peu le retour d'expérience de tout ce qu'elle a tenté et en nous livrant un petit peu sa recette personnelle pour réatteindre le bonheur à la fin de cet épisode. Et finalement, on est super dérouté parce que le livre, il est pas du tout structuré de cette façon. Enfin, ce qui pourrait faire rendre ce récit un peu personnel, va rester vraiment en toile de fond. Il faut qu'on attende beaucoup de pages pour qu'elle mette des mots, des termes sur ce qu'elle a vécu. Elle va même en fait révéler en fin de livre qu'elle a pensé au suicide, mais ça arrive en fin de livre finalement. Et en fait finalement, au début du livre, dès qu'on entame les premiers chapitres, on va plutôt commencer avec une sorte de cours de philo. Ouais. Et on commence avec un récit dont on a l'impression qu'il va être très personnel et en fait pas du tout. Enfin moi, mon sentiment général, ça a été un sentiment de grande confusion en commençant le livre en me disant mais où va-t-on? Quel est vraiment son propos? J'avais du mal aussi à lui accorder de la crédibilité parce que par moments, elle prenait le point de vue un point de vue très personnel et assumé, et par moments, elle prenait beaucoup de hauteur en nous sortant des citations d'Épictète, de Kant ou de Deleuze. Et on oscille entre les deux, et ça aide pas beaucoup à se situer dans le récit. Ouais, je suis vraiment d'accord. En fait, donc l'introduction est ultra personnelle, ultra pertinente, super intéressante. Ensuite, il y a chapitre 1er, le mythe du développement personnel, vous êtes responsable de votre bonheur, qui est un peu un historique, c'est-à-dire qu'elle commence par la Grèce antique, ensuite la religion, donc la religion catholique, et ensuite Dieu est mort de Nietzsche, donc la sécularisation de la société et l'avènement du développement personnel comme un événement de sécularisation. Ensuite, elle va donner donc chapitre 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Ouais, enfin, je sais pas. Donc, le chapitre 2, c'est une critique de la réussite comme accession au bonheur. Du coup, on passe sur d'ailleurs à quelque chose, des thèmes très très modernes alors qu'on était en train de parler de vieux philosophes grecs dans leur toge. C'est très bizarre en termes de chronologie. Ouais, le chapitre 1, on se dit, ah putain, il va falloir... Enfin, c'est un chapitre très de tout temps les hommes, quoi. C'est un chapitre très... on a toujours recherché le bonheur, et dans la Grèce antique, on a cherché le bonheur comme ça, et chez les catholiques, on cherchait pas le bonheur, mais la vertu et la grâce, le truc, bref. Et donc ensuite, Nietzsche, il a dit que Dieu, il est mort, donc bon... Et ensuite, on passe un peu sur les dérives de la modernité, ouais. La girl boss... les hommes d'aujourd'hui, le modèle de réussite un peu à l'américaine et le libéralisme, perfectionnisme, chapitre 5, le piège de la comparaison, chapitre 6. D'ailleurs, on a remarqué que le piège de la comparaison, chapitre 6, c'était aussi un sous-chapitre du chapitre 2. Ouais, d'où le côté un peu confusing. Ouais. Clairement, on sait pas trop. Je pense qu'on a cette impression qu'elle-même sait pas trop où elle va. Après, le chapitre 7 est marrant parce qu'elle prend un peu les grands mantras du développement personnel, du type quand on veut, on peut, et elle essaye de les critiquer. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien fait. Et ensuite, le chapitre 8, qui s'appelle « Le bonheur est une illusion, le sens notre rédemption », c'est un chapitre où elle va donner une alternative, quoi. En gros, à la recherche du bonheur, elle propose la recherche de sens, comme quelque chose qui permettrait une meilleure vie. Le prémisse de ce livre, c'est ce que tu disais, quelque chose d'assez pas très clair, mais j'ai un peu lu elle en parle un peu à la fin aussi, mais elle en parle aussi en interview, c'est qu'elle a été diagnostiquée par ce qu'elle appelle de l'ébullition mentale. Et ce qui est assez bizarre, c'est que l'ébullition mentale, quand tu le tapes sur Google, tu finis sur des articles qui parlent d'elle. Et donc, il y a assez peu de sources que j'ai pu trouver. Enfin, à vrai dire, la seule source que j'ai pu trouver un peu sérieuse, c'était un article de Marie-Claire, justement à la suite de son interview. Dans l'article où ils interviewent un psychiatre, la psychiatre dit très bien, mais en fait, c'est pas une définition clinique. Donc, elle a été soi-disant diagnostiquée par un psychiatre ou un psychologue de quelque chose qui n'a pas de définition clinique. Et donc là, je trouve ça assez perturbant. Elle donne ce diagnostic-là qui, en soi, n'est pas reconnu par une sorte de communauté scientifique. Mais bon, cela étant dit, ok, très bien, enfin, pourquoi pas, on n'est pas médecin. Mais ce que je veux juste dire, c'est que cette ébullition, ce qu'elle décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y a là un flot de pensées qui ne s'arrête pas, le cerveau qui n'arrête pas de tourner comme une toupie, le fait qu'elle n'arrive pas à calmer le flot de ses pensées, ça se retrouve dans le livre, quoi.
Ce livre, c'est un livre en ébullition où elle passe son temps à dire ah oui, et puis il y a ça, et puis il y a aussi ça, et puis il y a le masculinisme, et puis il y a la girl boss, et puis il y a la comparaison, et puis il y a le perfectionnisme. En fait, ça part un peu dans tous les sens. Ce qui est un peu dommage, c'est que maintenant que j'ai terminé le livre et que j'en sais un tout petit peu plus sur Louise Aubery par rapport à quand j'ai commencé sa lecture, c'est que je me rends compte que tous les thèmes qui ont été abordés, c'est elle, les blocages mentaux finalement qu'elle avait vis-à-vis du bonheur. Enfin, ce sont des thèmes très personnels. Tous les sujets, par exemple, liés au rapport homme-femme et au rôle genré, la réussite, le perfectionnisme, finalement, au fil des anecdotes sur elle qu'elle va saupoudrer au fil des pages, tu te rends compte que c'est des choses qui lui tenaient vraiment à cœur, elle. Et pourtant, en fait, le fait que ce soit un récit ultra personnel, c'est pas du tout assumé. Ce serait vachement plus facile à suivre si elle expliquait que c'était son cheminement à elle et les blocages qu'elle avait elle rencontrés. Parce que par exemple, moi, le perfectionnisme, ce chapitre-là, il m'a pas du tout intéressée parce que pour le coup, c'est pas du tout un problème que je rencontre. Je suis peut-être plutôt l'inverse d'une meuf perfectionniste. Et ce qui est un peu gênant, c'est que c'est justement, elle va commencer souvent avec des explications très généralisantes où on a un peu envie de dire bah écoute, je me retrouve pas vraiment dans ce modèle, parle pour toi s'il te plaît. Et au bout d'un moment, elle va finir par dire que c'est vraiment en lien avec son parcours et son enfance ou sa genèse, mais ça nous maintient, enfin je trouve ça maintient le lecteur à une forme de distance. En fait, je trouve qu'il y a un problème structurel dans son écriture, c'est-à-dire que d'un côté, elle propose une écriture personnelle à partir de sa vie, mais pour éviter d'être trop personnelle et pour trouver une posture d'autorité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit une disserte. Ouais, c'est vraiment une disserte à la Sciences Po ou d'étudiants en littérature au lycée où en fait on va avoir des petites citations qui vont servir d'arguments d'autorité pour prouver un point un peu partout, mais le problème c'est que ces citations, c'est assez rare qu'elles soient contextualisées. Je me suis noté quelques passages où j'ai écrit what the fuck ou alors d'où ça sort. Par exemple, tu vois, page 142-143, donc 2 pages. Elle commence. Le philosophe romain Lucrèce nous mettait déjà en garde contre ce qu'il appelait ses désirs, etc., etc. Ensuite, 2 paragraphes plus tard, en ce sens, Rousseau avait vu juste lorsqu'il déclarait que les hommes étaient incapables de savoir ce qui les rendait vraiment heureux. Ensuite, à nouveau Rousseau, l'Émile. Ensuite, 2 paragraphes plus tard, Saint-Augustin visait juste lorsqu'il écrivait le bonheur, c'est apprendre à désirer ce que l'on possède. Ensuite, la page suivante, on a Épictète, les stoïciens et notamment Épictète dans son manuel Enchiridion ont élaboré une grille de lecture permettant de définir le comportement à adopter. Et le paragraphe suivant, l'essayiste Ralph Waldo Emerson l'a très bien résumé. Et enfin, dernier paragraphe, il rejoint en cela Nietzsche qui théorise la volonté de puissance. Donc en 2 pages, on a un épicuriste, un stoïciste, Rousseau, Saint-Augustin, donc un saint de l'Église chrétienne. Et ensuite, on finit avec Emerson et Nietzsche étant la personne peut-être la moins chrétienne derrière. Donc elle est capable de faire la synthèse de tous ces gens-là qui en plus n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Et à chaque fois, elle dit « Ah, il visait juste » ou « Il avait bien vu ». Comme le résume très bien de machin. Et je me revois vraiment, moi, étudiante, en train d'essayer de faire tenir debout une dissertation de culture générale ou de philo et me dire je vais convoquer telle ou telle citation et là, ça va faire très bien. Après, pour lui donner un peu de crédit, moi, je trouve que j'ai ressenti ça particulièrement au début du livre. Et finalement, au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre, on va de plus en plus avoir d'études sociologiques de citer. Et il y en a certaines que je me suis notée de côté en me disant tiens, j'ai envie de creuser ça. Et ça m'a rappelé, moi, des livres en fait écrits par des journalistes, comme d'ailleurs ce qu'elle revendique être, où finalement, il y a beaucoup de sources qui sont apportées, comme des petits snippets de chiffres, de théories, et on se les met de côté, et on se dit, bon, je vais creuser tout ça. Après, le problème, c'est que il y a un énorme manque de contextualisation. Comme tu dis, on passe entre différentes époques, différents penseurs, sans la contextualisation de leurs pensées. Et je me suis noté un passage où je me suis noté enfin un petit peu de contextualisation sur une donnée. C'est page 35 où elle va parler d'un phénomène qui s'appelle l'erreur de l'arrivée. Et là, elle va vraiment parler de ce phénomène qui a été théorisé en 2010 par Tal Ben-Shahar, professeur à l'université d'Harvard, démontre ceci, ça. Et là, enfin, on a une date,
un contexte, on sait que c'est un universitaire, il vient de telle école, il vient de tel pays, et c'est un phénomène qui cherche à démontrer ceci. Tandis que tous les philosophes ou tout ce qui peut être convoqué par moment, c'est sorti d'un livre, d'un propos, Et ce qui est frappant, c'est qu'elle utilise toutes les sources comme argument d'autorité et pas quelque chose qu'elle va mettre en relation avec quelqu'un d'autre ou quelque chose qu'elle va discuter, ou même d'un point de vue. À chaque fois, il voit juste, tu vois. À aucun moment, elle dit, ouais, Nietzsche, il abuse. Ah, si, il y a un moment très précisément où elle si dit, à un moment voilà. elle le dit. Mais donc, j'ai tort, mais... Et d'ailleurs, elle lui met un gros scud. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu... Au début, ça m'avait pas tant marqué que ça, le côté où elle cite des choses, vraiment des arguments d'autorité, jusqu'au moment où je suis tombée sur quelque chose dont j'ai entendu parler, et je suis là genre, ah, mais ça, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment, elle parle d'épigénétique, et elle dit, il semblerait que la génétique explique en effet jusqu'à 40% de notre perfectionnisme. Il est donc en partie héréditaire, mais la bonne nouvelle est que l'épigénétique prouve aujourd'hui que l'on peut modifier l'expression de notre code génétique par nos comportements et notre environnement. Et il se trouve que l'épigénétique, c'est une science qui est très récente et qui, à date, a du mal à prouver beaucoup de choses. Enfin, c'est très compliqué, l'épigénétique. Et donc, l'utilisation de cette source en mode, ah, mais l'épigénétique prouve que, c'est un peu abusé ce qu'elle fait. Limite, enfin, je pense que ce qui aurait été vraiment beau et intéressant et limite très cultivé de sa part, c'était de se concentrer sur peut-être un philosophe ou un courant de pensée qui, elle, l'a aidé à mieux vivre sa vie, tu vois. Il y a cette impression qu'elle a un peu genre lu plein de livres sur le bonheur qui fait un résumé de la philosophie du bonheur, et je trouve que ça aurait été limite plus satisfaisant de lire un livre où elle aurait peut-être, elle se serait plongée. Mais là, le fait qu'elle mette sur la même page deux philosophes qui sont en profond désaccord, ça fait un peu bizarre, quoi, tout simplement. Ce qui est, en fait, un peu compliqué, c'est justement, on disait que c'était une disserte un peu à la Sciences Po ou alors d'étudiants en études supérieures. Et ça rend le livre aussi un petit peu dur d'approche parce que finalement, ça part du principe que le lecteur, bien sûr, il est familier de la pensée d'Épictète, de Lucrèce, de Rousseau ou de toute autre personne qui va être citée. Et le fait de pas présenter davantage le contexte de ces citations, c'est aussi un petit peu élitiste finalement. Ça s'adresse à un certain type de lecteur qui est supposé en fait très bien resituer tout ça et accepter d'emblée ce genre de citation. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle fait une critique très directe de l'élitisme. Elle dit qu'il faut arrêter de penser que les gens qui sont dans des super écoles, c'est parce que ils sont très très forts, mais qu'il y a tout un conditionnement sociologique qui fait que... Donc il y a tout un passage où elle dit la réussite, c'est lié à des raisons qui nous dépassent en tant qu'individus. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'elle est obsédée de Sciences Po, elle est un peu obsédée de ses années à Sciences Po, et elle est aussi obsédée par les arguments d'autorité d'une culture légitime, tu vois. Bon, j'ai l'impression de faire du Bourdieu, mais oh, je suis en train de faire ce qu'elle fait. Bon, tout ça pour dire, ce qui est assez bizarre dans ce livre, c'est qu'elle est capable de critique, mais elle est assez rarement capable d'autocritique. Par exemple, elle fait une critique de l'élitisme, mais à aucun moment elle dit, ah, et d'ailleurs, ça a changé mon point de vue sur comment je considère ma propre école et ma propre formation. À l'inverse, on voit qu'elle est très, très attachée à sa formation. Il y a un passage qui est assez rigolo où elle essaye de parler de l'embarras du choix. Et pour parler de l'embarras du choix, elle dit, ouais, en troisième année à Sciences Po, j'ai dû choisir sur différents endroits où faire ma troisième année à l'étranger. Et c'était super difficile. Et t'es là, genre, ouais, enfin, t'es un peu obsédée par Sciences Po, on va le dire quand même, tu vois. Et donc, je trouve qu'elle fait pas tellement d'autocritique. Et par exemple, donc son rapport à Sciences Po, elle fait pas d'autocritique. Et elle fait pas d'autocritique aussi sur le fait que elle-même, pendant assez longtemps, faisait du contenu de type développement personnel. Par exemple, dans le podcast In Power, quand elle interviewe Maud Ankawa, elle interviewe une femme qui a écrit des livres de développement personnel. Elle a interviewé plein de gens, donc tu pourrais les foutre dans le panier développement personnel. Ce qui est un petit peu embêtant, et finalement on va y revenir au fil du livre, mais c'est que elle a un petit discours qui finalement est le développement personnel est mon ennemi, mais elle ne le définit pas clairement. Donc le développement personnel, finalement, dans ces mots, ça va un peu tout incorporer.
du développement personnel finalement très néolibéral, devient la meilleure version de toi-même, à des choses assez ésotériques où elle dit dont elle dit qu'elle a testé certaines pratiques. Mais le développement personnel, il n'est pas vraiment défini. Ça reste une nébuleuse qui peut prendre un petit peu tous les coups qu'on veut, puisqu'elle n'a pas été théorisée par elle. Et c'est ça qui me gêne un petit peu, parce que même si je suis pas, pour ma part, une grande défenseuse du développement personnel, je pense qu'il y a des choses, qu'on peut aller puiser. L'idée, c'est un petit peu que chacun y trouve son compte. Et à partir du moment où on met tout dans le même sac, je trouve ça un petit peu facile de taper dessus, parce que finalement, tu peux très facilement le caricaturer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le chapitre Les limites du développement personnel, où elle va prendre des citations, mais juste des citations tirées, selon elle, du développement personnel, comme ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ou j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et je trouve qu'en fait, ce chapitre n'est pas du tout crédible, parce qu'il va contribuer à caricaturer le développement personnel, qui est un vrai sujet en soi, qui a beaucoup de courants en son sein, qui sont pour certains absolument pas réconciliables. Et finalement, en résumant le développement personnel par ces petites citations pas très représentatives, ou alors seulement de certains courants du développement personnel, moi j'ai pas du tout été convaincue, et ça m'a laissé un petit peu de marbre, et j'ai plutôt... En fait, la seule personne qu'elle cite nommément comme étant une meuf qui fait du développement personnel, c'est Lise Bourbeau, qui fait du développement personnel très New Age, très la loi de l'attraction, les énergies et tout ça. Et à l'inverse, elle cite quelqu'un comme Mark Manson, donc l'art subtil de s'en foutre, comme quelqu'un qui ne fait pas du développement personnel. Et pour moi, fondamentalement, c'est faux. Enfin, oui, c'est du développement personnel. L'art subtil de s'en foutre, il y a un moment. Et c'est marrant, parce que j'ai lu un autre livre contre le développement personnel qui s'appelle très littéralement Contre le développement personnel de Thierry Jobard. Et lui aussi se refuse à faire une sorte de cartographie de ce qu'est le développement personnel, parce que lui, il précise en disant, en fait, le développement personnel va s'adapter et va en fait digérer tout plein de courants religieux, philosophiques ou autres, et va prendre le plus important, enfin le plus développement personnel, et va rejeter le reste. Cela étant dit, pour en faire une cartographie avec ma petite expérience de torchon, moi je pense qu'il y a deux axes, tu vois. Il y a un axe très New Age, très loi de l'attraction, médium, les trucs vraiment vraiment chelous, et de l'autre côté t'as les mecs vraiment sérieux, les psychiatres, pas les sociologues, mais en tout cas, il y a tout un courant de développement personnel avec des personnes qui ont des vrais diplômes et qui essayent de se baser sur des études psychologiques comme celle qu'elle a pu citer dans son livre. Et donc ça, c'est un premier axe. Et l'autre axe, à mon avis, c'est que tu as un axe très amélioration, genre je vais améliorer qui je suis, je vais avoir des objectifs et je vais augmenter mon potentiel, donc très quand on veut on peut. Et en bas, de l'autre côté de l'axe, tu as à l'inverse tout un développement personnel très l'art subtil de s'en foutre, quoi, qui est réduire ses espérances, être sage, en fait se contenter de ce qu'on a et pas essayer de chercher midi à 14h. Et elle, ce qu'elle critique en particulier dans le développement personnel, c'est augmenter son potentiel grâce à la force des énergies New Age, tu vois. Et donc en se concentrant sur ces gens-là et sur la loi de l'attraction, et en fait, elle ne se permet pas une critique globale du développement personnel qui est possible et qui est nécessaire. Et à l'inverse, j'ai l'impression que elle décide de faire en fait l'inverse du augmenter son potentiel grâce au New Age. Elle, ce qu'elle fait, c'est grâce à des études sérieuses, apprendre à lâcher prise et faire preuve de sagesse, tu vois. Elle va à l'inverse. Elle reste dans le développement personnel, mais elle va dans le... Bon, c'est dommage que ça soit un podcast, parce que j'aurais pu faire une belle slide de PowerPoint, mais vous voyez... Je l'ai visualisé quand on a parlé. J'espère que d'autres le visualiseront, mais en tout cas, je pense que le dernier chapitre, on peut y venir. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle clash le développement personnel pendant des chapitres, et finalement, qu'est-ce qu'elle nous propose? Ah non, en fait, la recherche du bonheur, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est rechercher du sens. Pour moi, finalement, elle ne se permet pas de sortir du cadre d'une consommation de la culture à des fins de sagesse, quoi, à des fins d'éthique, de sagesse, d'écriture sapientielle, en fait. Bref, à un moment, il faut lire de la fiction, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Il faut arrêter de chercher
le sens de la vie, il faut juste lire des bons livres et puis c'est tout, mais bon. Donc c'est page 188, elle dit « Chercher le bonheur, c'est être condamné à être déçu parce qu'il est fugace. Le sens, lui, est permanent. Le bonheur est une conséquence du sens, un dommage collatéral généré par l'alignement des valeurs. Le sens, lui, se suffit à lui-même. Le bonheur est une quête sans fin. On cherche à accumuler les moments de bonheur les uns après les autres. Le sens, à l'inverse, ne crée pas de vide à remplir. Mais surtout, le sens est supérieur au bonheur parce qu'il ne dépend ni du temps, ni d'une promotion, ni de notre ex. Il dépend de nous. Je peux passer par des moments difficiles, des ruptures, des injustices, des obstacles. Je ne serai peut-être pas heureuse, mais si je sais pourquoi je me lève le matin, j'ai une force en moi qui me permet d'avancer. » Ce chapitre, je l'ai trouvé plutôt pas mal parce que pour moi, il était, on va dire, il était cohérent par rapport à l'objectif donné au départ de ce livre, et j'ai ressenti une forme de soulagement à me dire ah, enfin, je comprends pourquoi je lis ce livre, mais il serait beaucoup plus facile à accepter, et ça c'est un peu, enfin, désolée, je me répète, mais c'est un peu mon point, si elle avait amené beaucoup plus de personnel dans ce livre. Elle le fait justement sur la fin, et c'est beaucoup plus facile d'accepter la recette donnée par quelqu'un qui dit ça a fonctionné pour moi, donc libre à vous de l'adopter ou pas pour votre vie, mais moi, voici comment ça m'a aidé. Finalement, c'est plus dur à admettre quand ça vient de quelqu'un qui sort des propos très généralisants. Mais justement, ce chapitre, j'ai un peu envie de le mettre en regard avec d'autres qui m'ont un petit peu surprise, notamment la partie juste sur les hommes et les femmes, les modèles de bonheur pour les hommes et les modèles de bonheur pour les femmes, où on va passer quand même de choses très macro, le sens, les philosophes grecs, voilà, au chapitre 3, le piège de la girl boss. Et là, on est vraiment sur du micro, sur un sujet ultra niche. Il y a le chapitre sur les hommes qui fait suite, qui est beaucoup plus généralisant pour le coup. Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup de stéréotypes dans ce chapitre qui s'intitule « Les hommes savent-ils être heureux ?» Donc, c'est marrant parce que les femmes, on va parler de la girl boss, et les hommes, par contre, on va parler directement de leur capacité à être heureux. Ma théorie sur ces deux chapitres, c'est que elle est habituée à parler de ça, donc c'est un peu une écriture automatique. Elle les a écrits parce que c'est des sujets qu'elle connaît bien et qui la concernent d'une certaine manière. Je pense que elle a voulu mettre à distance des pensées, des discussions parce que c'était trop proche d'elle, et paradoxalement, elle parle que d'elle. Donc oui, en fait, c'est assez paradoxal parce que finalement, elle va pas évoquer les sujets les plus durs la concernant. Donc finalement, sa dépression, le fait qu'elle a envisagé le suicide, elle le dit à la fin, et c'est d'ailleurs un chapitre que moi je trouve assez fort, assez mouvant. Par contre, l'aspect personnel de ce livre, il va revenir de façon très random, avec des petites anecdotes dont je vais en citer une, qui est dans le chapitre sur justement les hommes savent-ils être heureux. J'ai souligné, j'ai noté random à côté. Je me souviens de ce jour d'automne, quand j'étais en CM1, la récréation du matin venait de sonner, et on se dirigeait avec mes copines dans notre coin habituel pour installer notre élastique. À peine avions-nous commencé la chorégraphie Mississippi, est-ce que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un, entre parenthèses, qu'un de nos camarades, Blaise, s'approcha timidement en nous demandant s'il pouvait essayer. Surprise, on se consulta d'un regard et je lui ai laissé ma place. Bon, et en gros, ça raconte que Blaise s'est fait moquer par les autres petits garçons parce qu'il a voulu jouer à la corde à sauter. Mais ce passage arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et il y en a plein d'autres comme ça ou des petites blagounettes. Alors après, moi, je la connais pas, je connais pas le ton de ses vidéos, donc ça se trouve, c'est très typique d'elle. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu surprise au fil de la lecture quand on passe de Tocqueville à littéralement des passages où il y a écrit LOL. Ouais. Je retrouve pas le passage, mais à un moment, elle parle du fait de ce problème qu'on a tous eu, qui est que il y a des moments dans notre vie où on est très très triste, mais on est en société, l'heure est à la fête, et donc tu dois un peu rentrer tes larmes et être triste malgré voilà. Et ce qui est marrant, c'est que pour illustrer ce propos, elle dit ah ouais, un jour on regardait Koh-Lanta en famille, et il y a un des compétiteurs qui se fait éliminer, et j'ai chialé devant la télé à cause de ça, tu vois. Et même chose, c'est extrêmement contingent, c'est pas très intéressant. Après, moi je regarde pas Koh-Lanta, donc sûrement voilà. Alors que je suis sûre que dans la littérature ou dans la vie d'autres personnes aussi, tu vois, genre elle pourrait aussi parler d'autres personnes que d'elle, et elle fait jamais le lien avec genre
ah, moi, ce raisonnement, il a vraiment résonné en moi, tu vois. Si elle pouvait dire, ouais, j'ai pleuré devant koh mais en fait, ça m'a fait réfléchir à tel truc et j'ai retrouvé ce raisonnement, je sais pas, chez Rousseau, et ça m'a permis de mieux vivre ce passage-là. Donc en fait, elle fait pas le lien d'elle-même dans l'écrit, quoi. Mais c'est d'ailleurs ce qui va faire aussi que peut-être ce livre se classe dans la catégorie du développement personnel et pas de la philosophie en soi, parce qu'on peut on aurait pu se dire que avec le thème du bonheur et tous ces auteurs philosophiques qui sont convoqués, on pourrait aussi le trouver dans les rayons philo. Mais c'est que finalement, sa pensée, elle la développe pas tant que ça. Et moi, ça me fait penser à un autre livre que je lis en ce moment, de Bell Hooks, à propos d'amour, où Bell Hooks, elle va justement beaucoup ramener des petites anecdotes de sa vie, des dîners mondains, où elle a posé des questions à ses amis. Donc c'est vraiment des cercles assez particuliers. On peut pas en tenir des propos généralisants. Mais comme tout le propos de Bell Hooks, c'est de faire un livre où elle va livrer sa philosophie et sa vision à elle de l'amour, ça passe en fait. On accepte aussi que ce genre de petite anecdote soit apportée. Mais là, comme c'est pas complètement assumé, c'est plus difficile et on se situe davantage dans le développement personnel. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'à la fin du livre, elle donne quand même des trucs très concrets sur comment vivre notre vie. Elle donne un peu des bullet points à la fin, c'est marrant, où elle dit n'attendez pas avant de consulter un psychologue et ou un psychiatre, ce n'est pas un aveu d'échec, juste le premier pas pour aller mieux. Tournez-vous vers les associations de patients si vous avez besoin de réconfort. Vos symptômes ne définissent pas qui vous êtes. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Qu'est-ce que vous diriez si c'était votre meilleur ami à votre place? Ne laissez personne vous dire ce qu'il est légitime de ressentir ou non. Rien n'est plus important que la santé physique et mentale. Faites-en une priorité. Moi, un truc qui m'a marqué et qui t'a marqué aussi d'ailleurs, c'est l'importance qu'elle donne aux psychologues et aux psychiatres et à la réponse chimique. Enfin, qui aurait mérité d'ailleurs qu'elles attardent un petit peu dessus, parce que finalement, elle le dit complètement en introduction que finalement, elle a tout essayé et que ce qui l'a sauvée, c'est les médicaments. Elle l'écrit noir sur blanc. C'est un propos, pour le coup, même si la parole se libère sur la santé mentale, quand on parle d'antidépresseurs, c'est encore un petit peu teinté de jugement complètement. J'ai lu ce livre un peu comme une réponse à peut-être ses proches, tu vois. Je pense qu'elle a vécu une grosse phase de jugement. Je pense vis-à-vis de ses parents ont dû mal le prendre, qu'elle voit un psy, ont dû mal le prendre, qu'elle prenait soit des anxiolytiques, soit des antidépresseurs, enfin des médicaments pour sa santé mentale. Et donc elle a écrit ce livre en réponse à ce jugement initial de genre quoi, tu prends des Xanax, tu vois. Et donc cette réponse, pour éviter d'être trop et ouais, je vais mal, c'est l'enfer. Et elle a décidé de prendre un ton très de dissertation, tu vois. Et enfin, en fait, je trouve que ce livre, il est pas abouti, quoi. Rien n'est abouti. Et je pense que c'est peut-être une bonne conclusion qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas forcément un mauvais livre, mais c'est juste que la lecture est un peu ardue. D'ailleurs, on en a discuté, on a eu toutes les deux un peu de mal à en venir à bout. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir lu parce que justement, je l'ai vu en fait comme un recueil finalement de sources intéressantes sur des sujets un peu vastes tels que le perfectionnisme, la comparaison, le bonheur, etc. Mais je reste quand même sur ma faim parce que finalement, j'y ai pas trouvé ce que je m'attendais à lire. J'ai pas l'impression de la connaître vraiment plus qu'avant, ça c'est certain, mais bon, n'étant pas une de ses followeuses, j'avais pas forcément cette curiosité de départ, mais je me dis que malgré tout, à la fin de ce livre, c'est une nana qui a l'air plutôt intéressante, qui a une grande ouverture d'esprit, parce que c'est chouette qu'elle le dise au début du livre. Elle a tout testé, elle a testé même les choses qui relèvent du chamanisme ou de l'ésotérisme, et elle les a pas rejetées en se disant non, je suis de formation rationnelle et terre à terre, je refuse d'avoir recours à ce genre de technique. Moi, je pense qu'il avait un potentiel de fou, ce livre. Franchement. Et je pense qu'il a le potentiel je pense qu'elle va faire beaucoup de ventes. Je pense qu'elle va bien réussir. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont beaucoup aimer ce livre. Il y a pas
pas chipoter là-dessus, mais moi j'aurais vu un livre plus du style. Déjà, elle aurait pu plus nous raconter ses petites aventures du développement personnel. Ça aurait été marrant. Ça aurait été vraiment hyper intéressant. Genre ouais, je suis allée voir un truc d'hypnose, ça a pas marché. En plus, tu te retrouves forcément dans des situations improbables quand tu fais ce genre de thérapie. Donc, je pense que ça aurait été marrant qu'elle se mette un peu plus en scène. Je pense que ça aurait été aussi intéressant qu'elle mette en scène pourquoi elle est connue, c'est-à-dire l'influence. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter ses histoires de comment elle chiale devant Koh-Lanta, autant qu'elle raconte un peu la vie d'influenceuse, parce que c'est une vie qui est quand même complexe. T'es quand même sous le feu des projecteurs, t'es critiquée par tout le monde, t'es critiquée par Léa de Torchon. Enfin, franchement, limite, ça serait intéressant de voir ça. Donc, bonne surprise, ouvrez Torchon. Ni l'un ni l'autre, je dirais. C'est ok, quoi. C'est ok. C'est intéressant par moment, ça peut être stimulant. Ouais. Et je le recommanderais genre à quelqu'un qui est un peu trop dans la zinzinerie du développement personnel. Ou alors, après avoir lu beaucoup de livres sur le développement personnel, ça permet aussi un petit peu de, malgré tout, prendre un petit pas de côté et se dire, ah oui, c'est vrai, il y a tout ça qui est possible. Et qu'est-ce que tu recommanderais à la place? Justement, puisqu'on disait que ce qui nous manque un peu, c'est le fait de pas aborder un auteur à fond. Moi, j'ai envie de parler d'un livre qui va vraiment détailler la pensée d'un psychologue qui s'appelle Alfred Adler. C'est un contemporain de Freud. D'ailleurs, c'est un livre qui est à mi-chemin entre la philosophie et le développement personnel, que j'ai vu plutôt classé dans les rayons de développement personnel. Donc, comme ça, on s'éloigne pas trop. Et qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Et c'est un livre qui a été écrit par deux Japonais et qui va sous la forme d'un dialogue entre un philosophe, pour le coup, pas un psychologue, et un adolescent, donner à voir la philosophie, enfin les enseignements d'Alfred Adler qui sont complètement à l'encontre de ce qu'enseignait Freud. On va y retrouver des thèmes qui sont abordés assez vaguement dans le livre de Louise Aubry, mais de façon beaucoup plus détaillée. Ce qui est très chouette, c'est que comme c'est un dialogue entre un philosophe et un jeune enfant, l'enfant l'adolescent va avoir le rôle de contradicteur et il va chercher en permanence à mettre en difficulté les enseignements que va lui donner le philosophe, ce qui permet un petit peu de se faire vraiment une bonne opinion de ce à quoi on adhère ou pas dans ce courant de pensée. Et c'est vraiment une seule personne, c'est Alfred Adler qui est la thèse de ce livre. Je pense que moi, déjà, je conseillerais de pas lire de développement personnel. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme elle fait une critique du développement personnel et en même temps elle écrit un livre de développement personnel, c'est très agaçant. Donc ouais, en fait, ça donne un peu envie d'aller à la source, d'aller dans les écrits un peu de sagesse ou de philosophie, que ça soit antique ou biblique. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est le livre que je t'offre, qui est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, que j'ai lu en une journée hier. Donc voilà, c'est très frais comme recommandation. Déjà, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction, donc Dieu merci quoi, qu'on sorte du domaine de l'adage, de la maxime ou du conseil. Et ça parle de plein de sujets tels que la quête de sens, la quête du bonheur, le rapport à la nature, le rapport aux autres, de manière qui est finalement assez didactique et sympa. C'est pas une lecture très difficile, c'est un côté un peu quasiment enfantin parfois, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup plus plu et je trouve que et ce qui est intéressant, c'est que c'est une lecture très doudou, c'est une lecture très agréable, tu vois. Tu sens que la personne l'a écrit comme une tentative d'apaisement du lecteur et en fait c'est en soi du développement personnel que de lire des livres qui sont doux quoi. Je pense qu'on va finir là, non? Allez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram torchon.podcastlittéraire pour vous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.